Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce nouveau rendez-vous expert. Rappelez-vous, vous retrouvez tous les rendez-vous experts sur la chaîne YouTube Coprim, que je vous encourage de vous abonner à cette chaîne-là. Au fait, Coprim, qui est Coprim? Ça va être l'occasion de me le présenter de manière brève, parce que ce n'est pas la thématique en tant que telle, même si c'est nous qui l'organisons. Coprin, c'est une société qui a été créée en 2009, qui fait 100% du management de projet, que ça, du début jusqu'à la fin du projet, qui est une équipe, une taille d'équipe de 20 consultants, qui a un moyen-âge à peu près une quarantaine d'années, pour vous donner un peu une seniorité, même plus que ça, et qui a un actionnariat 100% salarié. Ça, c'est la vocation, c'est la volonté du fondateur. C'est entre 100 et 150 clients depuis la création de Coprim, sachant que ces clients, ce sont des sociétés de taille très variable, je vais dire de 30 personnes à plus de 200 000, 300 000 personnes, devrais-je dire, dans des secteurs d'activité très différents, que ce soit les fonctions IT, R&D, innovation, delivery, opération, etc., etc. Coprim, c'est bien sûr des offres qui ont été structurées. Une offre déclic, qui est celle en amont pour vous permettre de savoir où vous en êtes avant de pouvoir vous lancer dans un plan de transformation par la suite, comme des offres pilotes sur le project management ou cockpit sur la partie reporting ou équipe pour s'équiper d'outils de gestion de projet ou chrysalide pour monter en maturité sur la gestion de projet, gestion de portefeuille de projet et puis bien sûr son académie pour dérouler des formations. Alors on a beaucoup parlé. Il est temps que nous nous présentions. Jérôme Bétous, fondateur et heureux patron de Coprim depuis 2009, et tout comme patron de société ou d'entité, je suis taraudé par ce thème de l'innovation. Vous savez, la création de valeur. Mais pour parler de l'innovation, qui de mieux qu'un ancien patron de l'innovation pour en parler. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Pasquet. Vincent, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme pour cette courte introduction et me donner l'opportunité de cet échange. Donc merci à tous d'avoir répondu positivement en grand nombre à cette invitation et de passer quelque temps ensemble. Donc j'ai choisi le titre, En finir avec le théâtre de l'innovation. En effet, derrière ce titre un petit peu provocateur, nous allons parler aujourd'hui d'innovation et comment cette notion, parfois un peu floue, devient une urgence au cœur des stratégies d'entreprise. Pourquoi s'agit-il d'un sujet essentiel dans le contexte du monde actuel qui subit la grande accélération? Donc, c'est quoi la grande accélération? La grande accélération, c'est le monde des données, de la data, de la connectivité, l'émergence disruptive de l'intelligence artificielle, la nécessaire transition énergétique, de nouvelles exigences réglementaires, un sujet très français, tout ce qui touche autour du RSE, un monde du travail qui a été fortement chahuté depuis quelques années, et le tout dans un environnement géopolitique qui devient plus imprévisible et incertain que jamais. Donc, mon nom est Vincent Pasquier, j'ai plus de 30 années d'expérience à la croisée du monde du produit principalement et les dernières années, tout ce qui touche autour de stratégies de développement. Donc j'ai occupé différents postes dans des sociétés, des groupes industriels technologiques. Dans mon dernier rôle, j'ai principalement travaillé sur la stratégie de croissance de l'entreprise, donc au travers du programme d'innovation et donc plus particulièrement le pilotage du portefeuille des initiatives d'innovation au travers de ses produits et de ses services. Le tout incluait une composante assez forte d'intégration, puisque l'acquisition de sociétés faisait partie intégrante de la stratégie de développement de la société. Donc aujourd'hui, j'aide les dirigeants de l'industrie et d'autres secteurs, mais aussi les investisseurs à structurer, à mieux formuler cette stratégie d'innovation. Donc, ce qui veut dire à prendre des décisions les plus réfléchies possibles dans des environnements souvent complexes. Donc, ensemble, nous transformons l'innovation qui est souvent perçue
comme un centre de coût, souvent autour de la R&D, en un moteur puissant, en tout cas le plus puissant possible, de croissance durable et rentable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision, tout ce qui est questions, réponses, etc., il y aura un temps à la fin du webinaire pour les adresser. Vincent, tu as parlé de R&D. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui mélangent innovation et R&D. Est-ce que tu pourrais déjà commencer concrètement par nous présenter ce que c'est que l'innovation par rapport à la R&D, s'il te plaît? C'est une excellente question pour bien démarrer. Merci. Donc, de quoi parle-t-on? En fait, en guise d'introduction, je vais commencer par deux questions très simples. Ces questions, je me les ai souvent fait poser dans le cadre de mon expérience professionnelle. Combien d'euros votre innovation va-t-elle rapporter dans les 12 à 24 prochains mois? Quelle est la stratégie à long terme qui va nous garantir notre avantage concurrentiel? Peut-être une question complémentaire même. Quel est le ROI constaté sur les 24 derniers mois d'ailleurs? En effet, le fameux ROI. Ce qui est certain, c'est que les attentes, jamais je n'ai eu de question combien d'idées ont été glissées dans la fameuse boîte à idées ou la taille du mur de post-it de toutes les couleurs. Alors, pardon, Vincent, de t'interrompre, mais les boîtes à idées, on a l'illustration de la planche de Gaston Lagaffe avec la boîte à idées qui cache en fait une poubelle. Que penses-tu vraiment de ces démarches dites innovantes? En fait, la boîte à idées, moi j'appelle ça la boîte à frustration. Chacun va chercher à C'est provocateur. s'investir, parfois avec beaucoup d'engagement dans son domaine d'expertise ou d'intérêt. Et puis, quand on fait le bilan quelques mois plus tard, en général, très très peu s'est matérialisé de manière concrète. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés investissent ou cherchent à investir au travers de programmes d'innovation qui sont souvent confiés à la R&D, voire au OTI, donc les personnes en charge des systèmes d'information. Notamment, il y a une grosse demande à l'heure actuelle au travers de l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Donc en général, pour ce faire, on va créer des groupes de travail, on va organiser des séances de brainstorming avec l'usage de multiples outils de créativité. Donc c'est assez sympa, c'est visible, c'est fun, c'est très collaboratif. Mais quand arrive la question clé, quel est l'impact sur la croissance des ventes, la marge, l'EBITDA, en général, il y a un gros silence qui s'installe. Dans la majorité des cas, la réponse est très floue et tout le monde reste très dubitatif. Et c'est très clairement nullement un problème de volonté ou de talent dans l'entreprise. Donc c'est exactement cela, ce que j'appelle le théâtre de l'innovation. Donc en fait, je vais reprendre ce que disait Steve Jobs dans son temps, innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées. Ouais, ouais, ouais. Vincent, là, tu me choques un peu parce que moi, abandonner des milliers de bonnes idées, pardonnez-moi, à l'entrepreneur que je suis, à les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est vraiment ça la bonne gouvernance de l'innovation? En fait, l'innovation, c'est pas seulement un sujet de créativité, d'invention, et surtout encore moins un sujet réservé ou, j'allais dire, gentiment délégué à la fonction de R&D ou OTI, comme j'évoquais précédemment, autour de développement technologique, d'amélioration continue de produits, choses un peu plus récentes, tout ce qui touche à la digitalisation, ou encore plus récemment, cette nouvelle tendance très très forte autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment typiquement dans l'expression R&D push, à l'opposé de ce que devrait être l'innovation, donc le market pull. Et tu aurais quelques statistiques à partager sur le rapport entre les dirigeants et l'innovation? Oui, juste quelques mots par rapport Pardon. à l'innovation. En fait, il existe de nombreux types d'innovation. Ce n'est pas juste un sujet d'ordre technologique. Typiquement, on parle souvent d'environ une dizaine de types d'innovation autour du modèle d'affaires, les structures, la marque. Donc, différents types qui tournent autour de l'offre, produits, services,
de l'expérience client, mais aussi de l'organisation interne. Donc, il y a de multiples façons de décliner l'innovation. Et souvent, c'est la combinaison de ces différentes innovations qui sont le facteur de succès. Et dernier point, avant de revenir à ta question Merci. précédente, nullement Je ne l'ai oublié, pas oublié. c'est absolument pas un sujet de bonne gestion de projet. Ça, c'est un autre sujet avec le trio coût, qualité et délai. Donc, pour revenir à ta question, quel est un petit peu le sujet autour, les métriques autour de l'innovation? Bon, il existe différentes études, j'en cite une de McKinsey, mais il y en a d'autres peut-être plus récentes aussi. D'une manière générale, une large proportion, je dirais au-dessus de 80% des dirigeants, considèrent l'innovation comme quelque chose de crucial, d'essentiel. Malheureusement, moins de 10% sont satisfaits de la performance actuelle. Donc la question est, pourquoi les résultats ne sont pas à la hauteur de cette ambition? Tu m'enlèves les mots de la bouche, là, il faut que tu nous expliques. Hein. Donc en fait, ce constat, il a de multiples causes. On est souvent dans de l'innovation d'opportunité, donc très incrémentale, souvent aussi réactive à des demandes spécifiques de clients, donc c'est très sporadique. On parle d'initiatives isolées qui peuvent être aussi totalement déconnectées de la stratégie globale ou, ou dépendantes de quelques individus. Un retour sur investissement qui est difficile à mesurer, à justifier, donc en final très incertain. Un manque de visibilité qui ne permet pas au comité de direction de faire son rôle d'arbitrer quelles sont les bonnes initiatives d'innovation. Et aussi souvent, par manque de processus, on n'est pas quelque chose de réplicable. Donc voilà un petit peu les quelques raisons qui font que ce n'est pas pleinement satisfaisant aujourd'hui. Alors que le véritable enjeu, qui est donc le paradoxe de l'innovation aujourd'hui, c'est quelle est la valeur économique réellement créée par l'innovation. Donc, pour ce faire, on va reprendre une définition très officielle, et je vais me référer à un nouveau standard international, donc c'est la norme ISO 56000, qui a été récemment publiée, septembre 2024, où l'innovation est définie comme une entité nouvelle ou modifiée qui crée ou redistribue de la valeur. Bon, c'est un petit peu barbare et théorique. Bon, c'est exactement ce qu'on va essayer d'expliciter, démystifier lors de ce webinaire. Bon, cette valeur, déjà, elle n'est pas uniquement d'ordre économique. Ouais. C'est très, très souvent d'ordre économique, mais ça peut être d'une autre nature, comme environnementale ou sociale. Bon, tout d'abord, en préambule, je ne veux pas non plus noircir le tableau et encore moins avoir un regard négatif. J'ai souvent été partie prenante par rapport aux efforts qui sont menés par les différentes équipes. Donc, en général, souvent, c'est autour du marketing produit, les gens R&D, OTI, comme j'évoquais, où il y a beaucoup d'efforts qui sont menés. Mais il faut vraiment clarifier ce point fondamental. S'il n'y a pas de valeur mesurable, il n'y a pas d'innovation. On est dans l'activité. Vincent, je vais quand même réagir encore en tant que patron. Tu nous parles de l'ISO 56000, j'ai l'impression d'entendre parler d'une nouvelle norme administrative ou d'une nouvelle norme qui va encore alourdir le fonctionnement de l'entreprise. D'ailleurs, ça semble quand même assez bizarre de normer un processus d'innovation que l'on associe à la créativité par nature qui n'est pas normable. Bref, quel objectif a cette norme? Intégrer intelligemment l'innovation dans le fonctionnement de nos entreprises? Bon point, en fait, la vraie question, c'est pas comment innover plus,
a fortiori lorsque les moyens sont toujours limités et contraints. Mais comment piloter l'innovation comme un actif stratégique pour Oui, l'entreprise? mais là, tu nous provoques, nous parler d'actifs, l'innovation, un actif stratégique. Comment parler d'actifs alors que nous sommes à l'étape de l'innovation? C'est quand même une vraie question pour moi. N'est-ce pas plutôt une transformation de l'entreprise pour que celle-ci perçoive l'innovation comme un actif valorisable? Une transformation mindset hein, de Ouais. l'entreprise. Bon, en effet, pour que cette fonction innovation soit valorisable et donc en finale Mhm, valorisée, il faut que la valeur qui est créée soit pleinement perçue et quantifiée. J'insiste là-dessus. mhm, Il faut mettre des chiffres, mhm, des éléments souvent financiers pour l'ensemble des parties. Donc, ce sont les fameux stakeholders en entreprise. Donc, on va retrouver évidemment en premier lieu la base clientèle, le personnel, donc tout ce qui est interne, mais aussi les conseils d'administration, l'actionnariat, les banquiers, les investisseurs et potentiellement, quand je parle d'investisseurs, c'est peut-être les investisseurs actuels en tant qu'actionnaires mhm. ou des futurs repreneurs tout au parti. Donc, en finale, on doit passer d'un système d'exécution d'un processus de création Mhm, mhm. à une évolution vers un système de management de l'innovation intégrée, donc ce qu'on appelle un SMI. Et c'est là tout l'objectif de ce nouveau référentiel de normes 56 000. Euh, pour bien ou essayer de faire comprendre, je vais faire un parallèle. Donc, on va remonter un petit peu dans le temps, une trentaine d'années. Donc, ça touche les gens qui commencent à avoir les cheveux un peu gris, où on parlait beaucoup de qualité, d'assurance qualité. C'était un concept assez flou, souvent dépendant de quelques experts. Puis est arrivée la fameuse norme ISO 9001, qui est devenue un petit peu le Graal dans toutes les entreprises, parce que chacun cherchait à se faire certifier selon ce nouveau référentiel. Si on regarde tout ça avec un recul de plusieurs dizaines d'années maintenant, en fait, la qualité a apporté ses bénéfices au travers d'un système de management qui est piloté, qui est mesuré, et donc en finale, qui apporte une rentabilité à l'entreprise. En fait, l'innovation, la fonction innovation, exactement, ou en tout cas, il y a beaucoup de similitudes dans cette transition telle qu'était la qualité il y a quelques temps. Avec ce nouveau standard, l'innovation se veut ne plus être une option créative, ça devient une discipline stratégique, Mhm. pilotée au plus haut niveau, donc par le comité de direction. Euh, Vincent, tu fais le parallèle avec la norme ISO 9000. Excuse-moi, je reviens un peu en arrière. Euh, la mise en place de cette norme, elle a aussi été génératrice d'un certain nombre de lourdeurs dans les entreprises, de lourdeurs dans les processus. Comment s'assurer que les gains sont bien au rendez-vous une fois qu'on a mis en place ces nouveaux process, ces nouvelles normes? Très bon point, j'en ai le même souvenir que toi, de passer au travers. En fait, il faut regarder tout ça avec beaucoup de pragmatisme, Mm, ce sens pratique. mm, Ce nouveau standard, on peut le prendre comme un nouveau standard de recommandation et non pas d'exigence. Ça devient une exigence lorsque l'objectif est d'accéder à la certification mm. selon ce référentiel. Et ça me semble l'étape ultime d'aboutissement. L'objectif premier est de la compréhension et l'utilisation de ce nouveau standard comme une réponse systémique, un langage commun au niveau international, hein, puisqu'on parle d'une norme ISO, et donc en final un cadre d'excellence pour structurer et transformer l'innovation d'opportunité en un processus ou un ensemble de processus qui sont maîtrisés et créateurs de valeur. C'est de ça dont on parle quand on parle de système de management de l'innovation.
Donc, ce qui est visé au travers de cette approche systémique, d'abord, c'est une vision stratégique qui doit être partagée par l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et non plus, je reviens sur ce sujet de R&D, on doit passer de processus, enfin avoir des processus très clairs qui permettent de cheminer de l'idée à la création de valeur. On parle aussi d'une gestion très proactive du portefeuille d'initiatives d'innovation, l'allocation des ressources stratégiques, qu'elles soient financières, humaines. En final, c'est toute une culture de l'innovation qu'il faut développer et encourager, et le tout se fait dans une démarche d'amélioration continue. Donc on est sur un chemin, souvent de longue haleine, de plusieurs années, telle qu'était la qualité à l'époque, de manière à obtenir des résultats les plus tangibles possibles. Donc, en fait, on revient sur une transformation de l'entreprise qui s'avère nécessaire. Euh, Pourquoi? Parce qu'elle valorise l'entreprise en tant que telle. Quelle est la place du comité de direction? Parce que là, tu veux nous parler du rôle du comité de direction dans cette innovation. C'est pas celle de créer, de faire des innovations, c'est pas celle de créer ou d'avoir de superbes idées. Mais quel est le rôle du comité de direction dans cette démarche-là? Alors, en effet, c'est un véritable projet d'entreprise. Et donc, comme tel, ça se doit d'être piloté par l'ensemble du CODIR. Une fois encore, toutes fonctions confondues. Tout le monde doit se sentir concerné par le sujet. Et il y a des initiatives d'innovation dans l'ensemble des fonctions. Parce que je veux être très clair, hein, c'est absolument pas le rôle d'un comité de direction de générer des idées. Ils ont le droit d'en avoir, on est d'accord, mais ce n'est pas leur fonction Des bonnes. première. Le rôle d'un CODIR, c'est d'aligner la stratégie d'innovation avec la mission et les objectifs, ce qu'on appelle en général le fameux plan stratégique. De revoir et prioriser les initiatives du portfolio de projets d'innovation, allouer le capital financier, humain, et puis je reviens dans cette démarche de longue haleine, favoriser l'engagement, créer cette culture de l'innovation pour qu'en final, on puisse aussi réduire le risque qui est inhérent à la fonction d'innovation. On y reviendra plus tard. Donc un système de management de l'innovation, ça sert précisément à tout cela. On aligne la vision stratégique, les ressources pour la meilleure des exécutions. Donc en aucun cas, ce n'est brider la créativité, c'est l'encadrer. L'objectif, ce n'est pas de normer les idées, mais de créer des conditions les plus optimales possibles pour que ces idées émergent, se développent et en final créent la valeur attendue. D'ailleurs, une remarque, il me semble que les startups sont fondamentalement valorisées sur l'innovation. Oui, c'est en effet un Voilà, sujet. donc bien souvent, elles n'ont pas encore de produit quand on est un startup. Là, nous avons défini un cadre pour développer une véritable stratégie d'innovation. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, d'IA, et on dit même qu'elle est incontournable. Je pense qu'on le partage pour la majorité de ceux qui sont sur ce webinaire. Mais nous avons parlé principalement de gouvernance. Comment l'IA peut soutenir cette démarche? Oui. Bon, voilà exactement je dirais le deuxième pilier, donc beaucoup plus récent. Comment revisiter toutes les activités de gestion du portefeuille d'innovation et de s'assurer en final que la valeur créée et attendue est au rendez-vous. Bon, on est tous d'accord, l'usage de l'IA est en aucun cas une finalité. C'est un outil, c'est une nouvelle opportunité technique, technologique pour décupler la réflexion et accélérer l'exécution. Donc c'est exactement pour répondre à ce besoin que j'ai défini donc ce que j'appelle l'accélérateur d'innovation augmentée. Alors, c'est l'occasion de nous en parler un peu plus de l'accélérateur d'innovation augmentée, Vincent, s'il te plaît. Alors, mon principe est très simple, entre guillemets. Bon, d'abord, ça se veut être une méthode structurée. On a un processus derrière qui est renforcé par l'usage de l'intelligence artificielle et le tout au service des meilleures décisions prises par le comité directeur.
Donc l'IA en aucun cas ne va venir remplacer l'expertise métier qui est unique à chaque société, à Ah chaque oui. individu. Cette espèce de patrimoine, de ce savoir-faire collectif, et encore moins les talents qui existent dans chaque entreprise, toutes fonctions confondues, toute cette expérience vécue, la connaissance intime des acteurs Hmm. dans un secteur d'activité. Donc, l'important, c'est de sélectionner les bons cas d'usage, les Hmm. fameux use cases, et s'assurer que l'apport de l'intelligence artificielle est le plus pertinent Hmm. possible. Donc, il y a un gros travail de réflexion dans à la fois la collecte, la synthèse de l'information au Hmm. sens large, qu'elle soit interne ou externe, dans la façon aussi de repenser les processus de manière à pleinement utiliser la capacité générative de l'intelligence artificielle. On parle aussi de l'automatisation dans un certain nombre de tâches qui sont parfois un peu ingrates et souvent très chronophages, comme tout ce qui tourne autour de la business intelligence, veille technologique, rédaction documentaire, des analyses répétitives. Hmm. Tous ces sujets-là se prêtent vraiment bien à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une méthode hybride, absolument pas en remplacement, mais en augmentation de la capacité de réflexion plus stratégique de l'humain ou de l'équipe au sein d'une entreprise. Donc en finale, tout ceci va servir à libérer du temps. Hmm. Et puis le temps aujourd'hui, c'est une ressource la plus rare et sûrement peut-être la plus critique aussi. Enfin, elle libère du temps. En même temps, il en faut du temps pour rendre une IA efficace, il me semble. Oui, alors le fait est, l'IA, c'est absolument pas un bouton magique. Ça demande beaucoup d'apprentissage, je parlerais même d'expertise, Hmm. pour en comprendre la finalité, comment ça fonctionne et comment l'exploiter Hmm. au maximum. Hmm. Si je prends l'exemple qui est illustré sur le slide, donc un schéma assez classique lié à l'innovation, identification, exploration des opportunités, évaluation et décision. Bon. Donc, il y a de nombreuses opportunités pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la construction du Hmm. business case, de manière à le chiffrer. Alors, il est évident que ça varie beaucoup d'un secteur d'activité à un autre, en fonction de la disponibilité de données de qualité, qu'elles soient internes ou Hmm. externes. Donc, on va travailler à construire des business cases les mieux définis possibles, toujours bien quantifiés. Et puis, en final, le comité de direction va décider, on priorise, on accélère ou on arrête. Arrêter est aussi un choix essentiel en entreprise. Donc, c'est-à-dire que dans un temps qu'on va chercher à réduire le plus possible grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'ai donné quelques exemples là, on va disposer du potentiel économique d'une opportunité, on va essayer de le documenter le mieux possible, le chiffrer, essayer d'expliciter aussi le niveau de risque, l'incertitude, on y reviendra plus tard, pour qu'en final, il y ait une décision go-no-go la plus rationnelle possible. Donc, on parle d'innovation réfléchie pour chacun des projets qui sont révisés. Euh, donc en final, l'IA, ce n'est pas juste un moteur d'automatisation, d'agentisation, avec toutes les limites actuelles qu'on connaît, et puis les limites, elles évoluent quasiment chaque semaine, mais c'est une opportunité pour repenser, revisiter les processus de création, et notamment dans la phase d'exécution, donc le développement, la R&D. Euh, L'IA permet d'imaginer de multiples scénarios, un beaucoup plus grand nombre que ce que l'humain serait capable de faire. Ensuite, de les développer grâce à l'IA générative, de les simuler pour créer des MVP. On n'est plus dans le schéma un peu traditionnel de multiples boucles itératives d'amélioration. On va pouvoir tester à plus grande échelle. C'est là la puissance de traitement de l'intelligence artificielle.
continuer à consulter aussi l'humain au sens large, les clients, on corrige, on affine. En final, cette boucle itérative, qui pouvait prendre des semaines, des mois, voire des années en fonction de la nature des projets, se doit d'être fortement réduite. Parce que le bénéfice de ça, c'est la réduction du temps entre l'idée et la mise en marché, qui est un critère fait. Donc ce qu'on appelle le time to market. Pour finir, je pense que l'exemple peut-être le plus évident, le plus visible, parce qu'il fait la une de la presse très régulièrement à l'heure actuelle, c'est toute l'industrie du logiciel. Donc le codage, le développement de logiciels par l'intelligence artificielle, ça se développe à un rythme, je qualifierais d'accéléré, et à un rythme que je pense personne, ou en tout cas très peu de personnes, ne pouvaient visualiser il y a encore quelques années. Bon, et tout ça, évidemment, se doit d'être fait dans un cadre sécurisé de protection des données, de souveraineté numérique, afin de protéger la propriété intellectuelle. Oui, j'ai envie de dire souveraineté, propriété intellectuelle, ça pourrait être un sujet de webinaire à part entière. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc revenons à notre thématique. On a parlé valorisation, on a parlé normes, on a parlé IA. Comment on mesure tout ça? Oui, j'ai à multiples reprises beaucoup insisté sur l'absolue nécessité de quantifier. Donc, pour quantifier, on a besoin d'indicateurs, de KPI. Et c'est ce que regarde en général un codir. Ils vont regarder les résultats au travers de ces indicateurs qui viennent illustrer en fait la performance. Donc, ça a toujours été un enjeu un petit peu complexe, difficile en ce qui concerne l'innovation. L'indicateur, je pense, le plus traditionnel, c'est un indicateur financier, c'est ce qu'on appelle l'intensité de R&D. Donc, l'intensité de R&D, on va mesurer le ratio des investissements de R&D ramenés au chiffre d'affaires. Bon, je trouve ça pas super pertinent, même si c'est encore très usité, car c'est totalement dépendant de la fluctuation des ventes. Donc, si c'est quelque chose qu'on regarde de manière trop fréquente, en fait, on vient mesurer la fluctuation des ventes qui est en général avec des cycles plus courts que des cycles de R&D. Donc, il faut trouver d'autres indicateurs, d'autres KPI. J'en ai listé 4, mais il en existe d'autres. L'important, c'est vraiment de les aligner avec les objectifs de l'entreprise. Il faut que ces indicateurs aient du sens, qu'ils soient bien compris par l'ensemble du comité de direction, et le tout avec différentes échéances. On l'a peu développé, mais l'innovation, ça se fait en général à différents horizons. Il y a l'innovation un petit peu du court terme, qu'on appelle l'innovation incrémentale. À plus moyen terme, l'innovation adjacente, et puis des choses un petit peu plus disruptives, nouveaux marchés et autres, à plus long terme. Donc ces KPI aussi doivent pouvoir refléter ces horizons multiples. Donc KPI évident, c'est la contribution mesurable au chiffre d'affaires. C'est quoi les nouveaux revenus qui sont directement liés à la création de valeur de l'innovation et non pas lié à de l'expansion géographique, qui est un sujet purement commercial, entre guillemets. L'amélioration du ROI des projets. Donc ça, en général, c'est étroitement lié avec la réduction significative du time to market. Et puis, il y a souvent de multiples opportunités de réduire les coûts opérationnels. L'important, c'est de bien les cibler, pas donner le coût global sans matérialiser au travers d'actions très concrètes les objectifs. Donc voilà juste quelques exemples. Donc en fait, le vrai sujet, c'est pas de faire plus d'innovation, c'est faire moins de paris, mais des meilleurs paris pour l'avenir, et le tout aux différentes échéances que j'évoquais. Donc en finale, les sociétés qui ont cette capacité à industrialiser ce que je vais appeler le moteur d'innovation, en fait, se créent un avantage concurrentiel que je qualifierais
décisif, mais aussi de pérenne dans le temps. Alors, tu parles d'industrialisation de l'innovation, ça reste tout de même un challenge. Quant au tableau de bord synthétique de cette industrialisation de l'innovation, ça dépend aussi du caractère du dirigeant, parce que c'est quand même deux challenges pour ceux qui font du conseil, qui savent de quoi on parle. D'ailleurs, toi, quand tu étais dans ces fonctions, quel était ton tableau de bord le plus aidant dans ta fonction de responsable de l'innovation? Très clairement, sans hésitation, l'indicateur numéro un, qui parfois générait quelques débats, c'était les indicateurs liés à la croissance des ventes, directement liés à l'innovation. Donc, de manière un peu plus concrète, au travers de lancement de nouveaux produits. Dans produits, je vais inclure les services, Oui. qui étaient une composante que je qualifierais de juger comme essentielle, stratégique, parce que ces services avaient pour objectif de créer un nouveau flux relativement prévisible de revenus récurrents. Hmm. Et le tout, bien évidemment, en augmentant la satisfaction client. Euh, Mon budget de R&D, donc en fait le budget d'exécution de cette stratégie d'innovation, au travers du développement de ces nouveaux produits, devient une contrainte que je vais oser qualifier de positive, dans le sens que ça impose de faire des choix les plus réfléchis possibles. Et on déclinait le tout aux différents horizons tels que je les ai déjà évoqués. Un petit slide de synthèse, ce que j'ai appelé la nouvelle équation de la performance. C'est Donc, bien, t'as c'est osé. un C'est bien. petit schéma explicatif dont l'objectif est la compréhension de la nécessaire transformation de ce qu'est la fonction innovation ce jour. Donc, transformation, ça implique un système de gestion qui se veut pérenne, durable et performant. Et pour ce faire, pour qu'il soit durable dans le temps, il faut qu'il fasse partie intégrante de la culture de l'entreprise, donc partagée par tous. Donc en fait, on évolue d'un système d'intuition, les fameuses opportunités avec des pratiques un petit peu traditionnelles, en un modèle d'intention qui se doit d'être le plus documenté possible et parfaitement compris par l'ensemble des acteurs. Une structure, donc c'est le système de management d'innovation avec ce référentiel autour de la norme 56 000. Et on va utiliser l'intelligence artificielle comme accélérateur de manière à construire ce moteur de croissance et de rentabilité. D'accord. Ce modèle d'intention, il me semble très intéressant parce qu'il nous permet de construire un devenir qui est non opportuniste de l'entreprise. Donc ça peut paraître surprenant parce que les entreprises se développent souvent sur des opportunités, mais là, il nous permet de travailler sur quelque chose de non opportuniste. Ouais, Alors, dans une logique très proactive et non pas réactive aux exactement, conditions du marché au sens large du ou aux terme. sollicitations de nos clients. Si on réfléchit à court terme, on pense innovation incrémentale, on pense création de produits adjacents, hein, le fameux passage de l'océan rouge à l'océan bleu, tout ça en mode disruptif. On a parlé de l'IA avant, qui est une des disruptions actuelles. Mais quelle place l'innovation a-t-elle dans la planification stratégique d'une entreprise? Ouais. Alors, c'est un sujet à débat. Débattons. Est-ce que la stratégie innovation est une composante du plan stratégique? Ma réponse personnelle irait en ce sens. Ou la stratégie d'innovation va alimenter un futur plan stratégique. Bon, donc je vais rester sur ma première hypothèse, que c'est une composante essentielle, majeure du plan stratégique. Donc, il est intéressant de revoir quels objectifs on y met derrière et donc quels sont les bénéfices qui sont attendus de cette stratégie d'innovation. Alors, ils sont multiples et bien évidemment, ça varie
beaucoup d'une société à l'autre, le marché, la maturité de la société. Bon, je les ai classés en deux grandes catégories. Le premier, qui est l'évidence, qui est un peu tout ce qu'on a discuté précédemment, qui est l'accélération de la croissance rentable. J'insiste une fois encore sur le sujet rential. Donc la stratégie innovation se doit de devenir un avantage concurrentiel décisif. Accélération ou réduction du temps entre l'idée jusqu'à la création de valeur, donc la mise en marché, le premier retour économique, capacité à créer des offres nouvelles, différenciantes par rapport à la concurrence, tout ce qui touche évidemment autour de la performance opérationnelle, l'efficacité, et puis une notion assez intéressante, a fortiori dans le monde actuel, toute cette grande accélération que j'évoquais en introduction, qui est une certaine forme de résilience. En quoi le fonctionnement de l'entreprise est résilient par rapport à tous les aléas futurs non prévisibles. Deuxième volet, qui est la valorisation de cet actif stratégique. C'était une de tes questions précédemment. Donc, il y a différentes thématiques, tout ce qui touche autour de la propriété intellectuelle. Quel processus mettons en place pour valoriser et protéger la propriété intellectuelle? Le capital humain, pour avoir de l'intelligence artificielle, le succès va continuer, Dieu merci, grâce au capital humain. Donc, c'est essentiel de pouvoir attirer, de retenir les talents et contribuer à cette culture d'excellence. Parce qu'en final, une stratégie d'innovation bien documentée, claire, chiffrée, je pense que c'est un vrai gage de confiance, de crédibilité pour l'écosystème dans son ensemble. Dans un premier lieu, vis-à-vis de la clientèle, quelle perspective future on est capable de donner à sa clientèle. Mais là, j'évoque aussi tout le domaine des investisseurs, des partenaires. Ça donne une certaine forme de crédibilité, comme quoi la société est vraiment dans une démarche proactive, maîtrisée, créatrice de valeur. Alors, tu parles de bénéfices, par exemple, de choix, hein, depuis tout à l'heure. Dans les choix et dans les bénéfices, il y a le fait de savoir arrêter un projet et de savoir, quelles que soient les raisons, de savoir les arrêter. C'est-à-dire, il y a des équipes qui s'accaparent un projet parfois, qui cherchent à le mener à leur terme, alors qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'est pas rentable, qu'il n'est pas bénéficiaire pour l'entreprise, peut-être pour la motivation des équipes, mais ça s'arrête là. N'est-ce pas là qu'une bonne norme, une bonne gouvernance, la norme 56 000 par exemple, contribue à valoriser cette entreprise en éliminant peu à peu tout ce qui est, on va dire, tous les sujets qui ne sont pas sur ceux sur lesquels se concentrer? Excuse-moi, je ne sais pas si je formule bien ma question. Non, non, c'est très clair, enfin, au moins pour moi. En fait, efficience et incertitude sont deux composantes essentielles. Et en fait, elles font partie des 8 principes directeurs de la norme. Oui. Donc, ces sujets-là sont complètement abordés. Et je reviens sur la notion de recommandation pour une mise en œuvre effective. Faire les bonnes choses et les faire bien, c'est une recherche permanente aujourd'hui dans toute entreprise. Partie des bonnes pratiques que je qualifierais de classiques. Si on parle d'incertitude dans la fonction d'innovation, c'est un peu plus subtil et c'est inhérent à la nature de ce qu'est une initiative d'innovation. Donc il ne faut pas le confondre avec la gestion du risque en gestion de projet. Là, on parle en général de ce duo probabilité-gravité. Dans un projet, s'il est bien défini, évidemment, avec une bonne gestion de projet, la finalité, elle est connue. On sait d'où on part, d'un cahier des charges, d'une expression de besoin, et on sait où on veut aller. Donc, on est vraiment dans l'exécution avec des objectifs. On va évaluer toutes ces zones à risque. Et puis, on va essayer de définir par anticipation des mesures de mitigation.
Dans un processus d'innovation, a fortiori lorsqu'il est plus long terme, plus disruptif, on est dans un processus qui est quand même beaucoup plus exploratoire. La finalité n'est pas connue, là, contrairement à la gestion d'un projet, parce que le marché, l'utilisateur, les personae, la façon d'utiliser le produit, sans parler même de la temporalité, ne sont pas identifiés avec certitude. Donc en fait, l'incertitude est inhérente à l'innovation. Donc il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie, par essence, d'un processus. Donc ça doit être accepté aussi par le comité de direction. Il y a un droit à l'échec lié à cette incertitude. Si on traite et si on innove que sur des projets certains, en général, il n'y a pas ou peu d'innovation. L'IA aussi peut aider à essayer de réduire cette incertitude. Comment gérer au mieux la réduction du risque? Bon, on parle aussi, et c'est pour ça que c'est un sujet de codir multifonctionnel, d'une collaboration renforcée entre toutes les fonctions. Il faut développer de l'agilité, c'est aussi une des composantes de la norme. Comment revisiter les processus, prendre des risques raisonnés parce qu'ils sont documentés, pivoter au besoin, oser s'arrêter, enfin tous les sujets qu'on a évoqués précédemment, de manière à exécuter tout ceci dans un temps le plus réduit possible. Entre l'idée et la valeur marché, donc traduite en général de façon économique. Alors, je ne te cacherai pas que cette volonté de réduire l'incertitude, ça intéresse tout dirigeant, hein. Quand tu me parles réduction de l'incertitude, moi j'ai des oreilles bien sûr, qui s'ouvrent de manière évidente. Et d'ailleurs, ça pourrait être aussi le thème d'un autre webinaire, parce que là, on va arriver quand même au bout du webinaire, on ne va pas se tromper, qui serait celui de piloter l'entreprise dans l'incertitude. Pourquoi garder de l'innovation quand on est en temps de crise? On peut se poser la question en Ouais, ce moment, par exemple. sujet totalement d'actualité. Voilà. Vincent, on arrive à la fin du webinaire. Et avant de te laisser conclure, je me permets juste une pré-conclusion. Merci de ton partage d'expérience. Tu parlais du théâtre. Tu as tout de même réussi à faire rimer le terme innovation avec innovation incrémentale. Celui-là a été facile, on va dire naturel, mais aussi avec industrialisation, actif, normes. Ça, c'était moins évident quand même, hein. Merci, Vincent. Tout ceci en nous sensibilisant à une meilleure gouvernance et en nous éveillant donc à la norme ISO 56000 qui permet de mettre en place, de structurer, de nous donner des pistes pour mettre en place cette nouvelle gouvernance. C'est un vrai programme et là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Autant le dire, c'est du concret. Euh, Finalement, par ta démarche que tu nous proposais, que nous partageais tout à l'heure d'accélérateur d'innovation augmentée, l'objectif est bien celui de transformer l'innovation pour qu'elle ne soit pas juste un centre de coût, qu'elle soit un lieu de création de valeur pour l'entreprise et une création de valeur qui arrive plus rapidement, en ciblant mieux son futur, mais aussi en accroissant bien sûr la valeur sur le marché de l'entreprise elle-même. Ça, c'est la valorisation de l'entreprise. Moi, j'ai envie de synthétiser tout ce qu'on a échangé là depuis tout à l'heure en une seule phrase. Ça ne te choquera pas parce que tu as été bavard, mais voilà. Et je dirais, c'est transformer l'innovation en actif, actif avec un grand A, pour accroître la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais faire très court. Je veux dire absolument, je pense que c'est un excellent résumé de ce qu'était l'intention de ce webinaire. Donc, cette espèce de survol un peu rapide de ce que sont aujourd'hui les meilleures pratiques de l'innovation comme un pilier majeur de toute stratégie en entreprise. Donc, j'espère que ça a permis à chacun de mieux appréhender les enjeux de l'innovation dans le monde actuel. Et puis, peut-être le plus important, les bénéfices à exploiter qui découlent de cette démarche de stratégie d'innovation. Mais en final, l'idée aussi, c'était de vous donner des clés, comment se confronter à ce sujet-là, qui est un peu complexe, avec détermination et beaucoup d'enthousiasme. C'était aussi l'idée du webinaire. Donc, excellente conclusion de ta part, je te remercie.
merci à tous pour votre attention et intérêt au sujet. Donc, je reste à disposition pour répondre aux questions pour les quelques minutes qui nous restent. Et puis, bien évidemment, l'opportunité de poursuivre la discussion pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet dans le cadre plus spécifique de leurs propres activités et entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter dans le futur. Voilà. Merci à tous de votre contribution. On arrive au terme. C'est maintenant le temps des questions et des réponses. Nous en avons, voilà, nous lisons tous les commentaires là en même temps. Je vais essayer de les partager avec Vincent. Voilà, c'est une question plus technique. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma machine pour vous partager bien à Vincent. Voilà. Il y a beaucoup de questions, hein, donc je ne sais pas si on arrivera à répondre à tout, mais en tout cas, ça sera peut-être l'occasion de faire des échanges. Prenez contact avec nous et on aura le plaisir de continuer. Première question qu'il y avait, c'est peut-on innover sans objectif? Non. Clairement défini à l'avance. Ou comment éviter d'innover pour innover, quoi. On va dire cramer du carburant, hein, Voilà, c'est faire tourner les camions dans les cours. Hein. C'est un petit peu Voilà. l'essence de ce webinaire. Là, vous avez une réponse claire. D'innovation se doit d'avoir des objectifs définis, documentés et quantifiés, même s'il y a un élément fondamental d'incertitude. Voilà. Merci. Deuxième commentaire, j'essaie de les prendre un par un. Quand on sait que les startups mettent des années avant d'être rentables, comment utiliser la contribution au chiffre d'affaires en indicateur court terme, si ce n'est sur de l'innovation incrémentale? Alors, le fait est, en général, en fait, quand on parle de croissance des ventes, c'est pas uniquement sur le court terme. C'est dans une projection pluriannuelle, 3, 5 ans, voire plus, en fonction de la nature des activités. Et donc, on va venir définir. Typiquement, on donne les ratios 50-60%, c'est de l'innovation incrémentale. Donc, ça vient solidifier, renforcer, confirmer le business actuel. À une échéance plus moyen terme, plutôt un ratio autour de 20% de nouveaux chiffres d'affaires, il y a des innovations qualifiées en général adjacentes. Quand on est sur quelque chose de plus disruptif, par exemple comme tout ce qui est apparition des services dans les grandes sociétés, tout le modèle d'affaires autour des revenus récurrents ou autres, ça a pris des années avant de se développer et d'avoir l'effet boule de neige, c'est-à-dire une contribution majeure au chiffre d'affaires. Donc on est dans une logique beaucoup plus long terme. C'est cette perspective d'avenir qu'il faut être capable de quantifier malgré toute l'incertitude telle que je l'ai évoquée. Voilà, une question qui concerne plus l'intelligence artificielle et son impact. Intention plus structure, point d'interrogation, sans modèle économique, sauf à ce vœu marketing de provoquer le besoin chez un client. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'IA pour anticiper des opportunités business? L'IA aurait-elle pu prévoir la mort de l'industrie automobile européenne en privilégiant le business de l'électrique? Je ne sais pas trop si tu peux commenter ou non. Bon, il y a beaucoup de questions et de commentaires là-dedans. En fait, il y a différents sujets sur les modèles d'affaires. Après ça, l'IA Attends, je suis là. a-t-elle pu prévoir la mort de l'industrie automobile européenne? Je ne sais pas vraiment répondre, mais voilà, vraisemblablement en lui fournissant les bonnes idées. Et je pense que ce sujet avait été bien traité, notamment par certains dirigeants dans l'automobile il y a déjà plusieurs années là. Oui. Bon. Autre question qui ne concerne pas l'automobile pour le monde du logiciel, c'est quel est le futur des ERP rigides qui détient des données de l'entreprise et souvent colonne vertébrale de l'entreprise en intégrant la supply chain? C'est une question plus ou moins connexe par rapport au sujet. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'un ERP, hein, puisque la base d'une innovation bien maîtrisée, c'est basé sur des données. Donc, la finalité d'un ERP est de mettre à disposition de l'ensemble des fonctions les meilleures données possibles. Oui, et puis la Donc, notion de rigidité. Après ça, rigidité, ça, c'est lié au processus. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Ce qu'il faut, c'est la capacité à avoir un regard critique et être capable de faire évoluer
l'ERP en tant qu'outil, Voilà. pas la pratique. Parce que la rigidité ne peut pas être vue dans la structure de données. On a besoin Non, de structurer les données dans les ERP. Donc, c'est plutôt la rigidité, le manque d'évolution qui pourrait se prévenir, mais qui est souvent lié à l'entreprise elle-même et au choix des dirigeants de l'entreprise. absolument. Cette méthode d'innovation pipeline ne peut pas faire l'économie d'une vision. Des innovations pour servir qui? Quel client? Quel impact? Quelle société? Oui, Au sens générique. non, tout à fait. Donc, ça fait partie des multiples intrants dans une réflexion de stratégie d'innovation. Ça doit avoir être traité, je dirais, à haut niveau. Donc, typiquement, quels sont les enjeux futurs de ma base clientèle que Mm. j'ai définie? Mm. Quelle est l'évolution de la réglementation, même si c'est à une échéance de plusieurs années? Donc, tous ces sujets qui vont définir le contexte de la réflexion Mm. à une stratégie d'innovation sont des données essentielles comme données d'entrée. Voilà. Vous parlez de gestion de projet classique et ne mentionnez pas l'agilité qui est centrée client, innovation, priorité à l'arrêt et à la fin du sprint et qui ne fonctionne pas. On est OK, le sujet n'était pas tant la thématique de la gestion de projet, mais on est parfaitement aligné. Oui. L'agilité permet de se centrer sur le client. Il n'y a pas que l'agilité derrière pour se préoccuper d'un client. L'agilité fait aussi partie des thématiques abordées dans ce nouveau référentiel de normes. Voilà. Autre question, autre remarque, l'IA permet de valider les concepts très rapides en mettant des solutions directement dans les mains des utilisateurs. Peut-on faire un innovation funnel encore plus simplifié? Alors, simplifier, je ne sais pas. Je dirais le critère, c'est l'accélération. Donc, c'est une très, très bonne remarque, hein. Par contre, les étapes sont peut-être C'est ce que nécessaires. j'évoquais, voilà. Surtout sur les étapes en amont d'expérimentation, de prototypage ou autre. Là-dessus, l'IA aujourd'hui est très performante dans un certain nombre de cas d'usage. Quand on est dans l'exécution de détails de développement ou autre, les produits en général sont pas, d'IA, je parle, sont pas encore suffisamment matures lorsqu'on est sur des sujets spécifiques ou autres. Donc le produit final ne peut pas être fait, je pense aujourd'hui, sur des sujets un peu complexes, par de l'IA. Mais tout ce qui est maquettage en amont pour valider des concepts, c'est là où l'IA a un apport Exactement. essentiel. Un côté accélérateur. Une remarque particulière, le wording droit à l'échec gêne Nicolas qui fait ce commentaire, car ne permet pas de comprendre que justement on ne savait pas si ça allait fonctionner. Les projets d'innovation ont un devoir d'apprendre et effectivement tous les projets d'innovation et même de R&D ne peuvent pas mener forcément sur un produit. À un moment donné, Ouais, on tout à les fait. arrête Ouais. par infaisabilité technique, par quelle que soit la raison, ou tout simplement parce que ça ne rencontre pas son marché et on s'en rend compte en cours de vie du projet. Question, serait-il possible d'avoir les réponses aux questions pertinentes posées? Ah oui, pardon, voilà, j'aurais dû lire la question avant, pardonnez-moi. Euh, Selon moi, le modèle à l'erreur est valorisé pour que les équipes opérationnelles prennent des risques et voient rapidement via l'agilité si cela fonctionne ou non via l'agilité. Donc, acte pour ce Oui, on commentaire. est d'accord. Voilà, et on partage. Et enfin, une dernière question. Comment gérer l'innovation, la gestion de projet et la gestion des risques sur un marché et dans des organisations aux états d'esprit rigides, où le changement porté par l'innovation devient un facteur de tension, voire de rejet? Peut-être qu'il y a une contribution de la norme, justement, là-dedans. Ouais, deux éléments. Bon, d'abord, sur ce genre de remarques, mon marché est plus difficile, il est très rigide, il évolue pas, et ainsi de suite. Je ne veux pas dire que ça existe partout, mais c'est très fréquent Mhm. comme commentaire. Et il n'y a pas de marché qui n'évolue pas. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, Mhm. on s'entend, mais tous les marchés sont amenés à évoluer. Ensuite, la rigidité et tout ça, c'est la résistance au changement. Mhm. Donc, c'est souvent un facteur humain porté par une réglementation, une législation, qui peut être un frein à l'évolution, on est bien d'accord. Euh, Facteur de tension, de rejet, ouais. Résistance, enfin, c'est très humain, hein, résistance au changement, là. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans des logiques de transformation qui vont prendre du temps
avec un taux de succès qui n'est pas si élevé que ça, quand on regarde de manière un peu brutale, factuelle, comment les entreprises se sont transformées. Mm, Bon, l'enjeu aujourd'hui, bah, c'est justement réussir cette transformation dans ce monde qui accélère fortement mm. et le plus rapidement possible, de manière à rester dans la course et de manière la plus performante possible. Voilà. Eh ben, merci à tous. On a fait le tour de l'ensemble des questions qui étaient posées dans les commentaires. N'hésitez pas à garder contact avec nous et à prendre contact avec nous, tout simplement, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez un échange ou si tout simplement, euh, voilà, vous aviez des besoins d'accompagnement aussi dans le cadre de vos entreprises. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci Vincent pour tout ton partage Merci d'expertise pour et pour ce temps. l'invitation et merci à tous pour votre présence. Bonne continuation. Voilà, très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.